Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h38, est-ce que les primaires c'est un piège à con? Voilà, c'est une des questions en fait cash que nous posons ce matin. Ou est-ce qu'au contraire, ça permet d'éclaircir un petit peu le chemin, que ce soit à droite ou à gauche? Je voudrais bien savoir. Nous en parlons avec Franck Dedieu de Marianne qui est avec nous ce matin, Éric Revel et puis vous. Tiens, on va commencer justement par Claudine de Niort qui est avec nous. Bonjour ma chère Claudine. Bonjour Patrick Roger, messieurs Dedieu et Revel. Voilà. Bonjour madame. Qu'en pensez-vous? Donc, vous avez vu, David Lisnard, hier, a dit qu'il était candidat, mais qu'il n'était pas opposé à ce qu'il y ait quand même une primaire à droite, y compris avec des LR, y compris d'ailleurs jusqu'à Sarah Knafo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'en pense que ça me fatigue. Ah oui, oui. Non mais de toute façon c'est pas possible quoi. C'est pas possible parce qu'on reprend les mêmes et puis on recommence. Donc tous ces gens depuis 40 ans nous ont emmenés dans le mur et puis il va falloir à nouveau choisir entre ces gens-là. Donc entre ceux qui veulent nous forcer la main avec monsieur Philippe et puis les soi-disant primaires formidables avec des gens extraordinaires qui nous ont mis dans le mur mais qui vont nous en sortir forcément. Forcément, alors que on sait très bien que c'est pas ceux qui nous mettent dans le mur qui vont nous en sortir. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Parce que vous êtes une LR UMP historique, je crois. Oui, je vois TRPR, moi. Alors, vous voyez, je suis une vieille, quoi. Le RPR version Pulse éclaté, éparpillé aux quatre coins de la France. Oui, mais moi, je votais RPR, c'est gain Pasqua, quoi. Vous voyez. Mais voilà. il faut une primaire. Non, mais alors, il faut une primaire selon vous ou pas, alors? Moi, je pense qu'une primaire, ça sert à rien, parce que de toute façon, ça sera les mêmes. Oui. Alors, c'est intéressant. Restez avec nous, Claudine. Franck Dedieu. Une primaire, c'est vrai que ça peut aboutir, notamment à droite, à une forme soit de centralité, où on se dit finalement on va voter pour celui qui a le plus de chances, soit à un défouloir, si elles sont très élargies, et finalement c'est une prime à celui qui prend la position la plus extrême. Donc ce que dit notre auditrice, il est bien possible que si on a une primaire ouverte à droite, on n'arrive pas à avoir les mêmes candidats, on n'aura pas toujours les mêmes. Mais vous avez un problème existentiel dans cette histoire, c'est que si vous prenez une primaire étroite, vous risquez, il y a une cohérence idéologique, mais vous risquez d'avoir une multiplication des candidats parce que finalement il y a des courants idéologiques qui vont se dire je ne serai pas une primaire étroite, c'est limité par exemple aux LR et puis aux sympathisants. Voilà. Donc vous allez avoir c'est le scénario Valérie Pécresse. Donc effectivement ça va pas plaire à notre auditrice. Si vous avez quelque chose de très large, vous allez avoir un problème. C'est que il y aura une incohérence idéologique. Notre auditrice disait, je suis plutôt de l'aile Pasqua-Seguin. L'aile Pasqua-Seguin, aujourd'hui, elle est représentée par qui? Certainement pas par David Lisnard, qui est plutôt libéral et pro-européen. Pasqua et Seguin. C'est Retailleau, c'est Vauquier, ou c'est le RN, pour certains. Alors, ça peut être le RN pour certains. Attendez, donc vous voyez, sûr. et ça sera pas Sarah Knafo, qui est assez libéral sur le plan économique. Donc vous voyez bien que si vous êtes sur du étroit, vous perdez, et si vous êtes sur du large, vous avez une espèce de fourre-tout de gloubi-boulga idéologique. C'est ce que je disais, primaire, piège à con, Éric Revel. Bon, moi j'ai la solution. Voilà. Je vais vous dire, j'ai lu avec intérêt dans la tribune du dimanche de ces députés ministres qui appellent à une primaire large. Mais vous imaginez Gabriel Attal applaudir dans un meeting Bruno Retailleau, non, ça c'est pas faisable. En revanche, Gabriel Attal applaudir Sarah Knafo aussi. Ou Sarah Knafo. Voilà. Donc moi ça j'y crois pas. En revanche, peut-être qu'à droite, ce qu'il faudrait faire, c'est que les partis ainsi constitués, LR, qu'ils organisent une primaire chez LR. Et que ce candidat éventuellement, si c'est il y a des primaires de primaires. Mais participe à une primaire beaucoup plus large, s'ils veulent. Maintenant où je suis d'accord avec notre auditrice, c'est que personne n'est dupe. La petite musique qui consiste à tenter d'installer Édouard Philippe comme le candidat anti-RN dans les sondages, je pense que personne n'est dupe. Vous savez, on a l'habitude. Un an avant, je sais pas qui, je sais pas pourquoi, enfin si, j'ai ma petite idée, installe un candidat qui serait bien pour le vote des Français. On a vécu ça à chaque fois. Bon, parfois le peuple déjoue le candidat qui est mis en place. Vous pensez à qui ?
C'est-à-dire à des chefs d'entreprise. Non, je pense. Oui, Un système, il y a une espèce de consensus qui s'organise pour essayer de faire émerger un candidat qui ferait pas trop bouger le système. Oui. Mais regardez comment Fillon a été éliminé à l'époque. Ses affaires, elles étaient connues, mais on a attendu qu'il soit désigné par la primaire. On a attendu qu'il soit désigné par la primaire pour le flinguer et pour imposer Macron. Ouais, à gauche, c'est pas mieux. À gauche, c'est pas mieux. Là, vous avez des primaires qui sont les tenants des primaires sont un peu pas des marginaux, mais des forces un peu supplétives. Les anciens mélenchonistes, les Verts. En ce qui concerne le PS, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Vous avez le Boris Vallaud qui a tensé fort parce qu'il avait organisé une primaire à LFI. Donc vous avez véritablement un risque d'éclatement aussi avec les sociodémocrates. Je pense à Glucksmann qui ne veut surtout pas y aller. En fait, c'est exactement le même problème. Et on pourrait dire, si on prend la formule de Revel, de dire on n'a qu'à faire les primaires des primaires. C'est peut-être ce qui va se passer. On va se dire, on va faire une primaire au Parti Socialiste. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais non. Mais non, parce que vous avez... Et là, dans chaque camp, vous aurez un candidat. Oui, mais ça c'est la théorie, ça c'est sur le papier. Mais parce qu'avec son histoire, vous savez quoi ? Avec son histoire, vous allez avoir... Un premier tour, c'est la primaire des primaires. Un deuxième tour, c'est la primaire. Un troisième tour, c'est l'élection présidentielle. Un quatrième tour, c'est le deuxième tour. Et vous allez même avoir un cinquième et un sixième avec les législatives. Vous allez appeler les Français à voter tous les 4 matins. C'est la seule solution. Sinon, je vais vous dire, le risque, vous disiez que la barre du second tour, tout à l'heure dans votre édito, serait à 14 points, vous disiez 11-12. Bon, moi, je pense que ce sera un peu plus. Mais sinon, le risque, c'est ce qui va se passer. Vous aurez, à droite, vous aurez Édouard Philippe, vous aurez Retailleau, vous aurez machin et truc. À gauche, pareil. Résultat, qu'est-ce qui va se passer ? On aura l'affrontement que tout le monde nous prédit, c'est-à-dire Bardella-Mélenchon. Si c'est ça que les gens veulent, continuons. Bon, en tout cas, Claudine, vous avez gagné un ballotin de saucisse de Morteau pour Pâques. Non, alors pas de la saucisse de Morteau. Voilà, c'est pour vous, Claudine, puisque vous avez appelé. Et les autres auditeurs qui vont appeler, je vais leur offrir aussi également des ballotins comme ça. Jeff de Bruges, c'est pas beau ça ? C'est très bien. Ouais, bien sûr, c'est à l'occasion de Pâques, bien sûr. Vous savez quoi ? Dans un instant, on va parler des agriculteurs. Vous savez quoi ? Finalement, on a appris qu'il y avait un nouveau candidat qui pourrait emporter la mise droite-gauche. C'est Dominique Strauss-Kahn. Il y a son retour qui est annoncé. Non, nous sommes le 1er avril, 8h46. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Je peux vous dire que ça continue de faire parler, évidemment, les primaires à droite comme à gauche, même pendant la pause entre Franck Dedieu et Éric Revel, parce que, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Il risque d'y avoir une multiplication des candidats comme des petits pains, bien sûr. Donc, on verra ça. Si vous voulez continuer de réagir, 0826 300 300, est-ce que vous trouvez que les primaires sont des pièges à cons ? Vous pouvez évidemment vous exprimer. Les mesures aujourd'hui liées à la guerre au Moyen-Orient. Les professionnels de la route en attendent un petit peu, il y en a eu un peu, mais bon, aujourd'hui, il y a une manifestation quand même ce matin à Toulouse, dans beaucoup d'autres endroits. Les agriculteurs aussi, concernant donc le GNR. Tiens, nous sommes avec justement un agriculteur, Philippe, à Casillac, 0826 300 300. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Patrick et bonjour à tout le monde à Sud Radio de nous donner nos sentiments sur le terrain, dans nos territoires. Voilà, c'est ça. Vous avez entendu tout à l'heure la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui a du mal à annoncer en fait des choses parce que c'est extrêmement compliqué, quoi. Bien sûr, la guerre ne dépend pas que de nous. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes agriculteur? Et moi, j'en pense que on donne toutes ces mesures, ça fait des grosses sommes. Quand c'est annoncé vis-à-vis du public et du grand public. Et à l'arrivée, ça fait des petites miettes de rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, en tant que professionnel agricole, on passe pas une journée sans qu'on ait des fournisseurs qui nous mettent de la hausse. Une journée. Vous voyez, par exemple, la poudre de lait pour les veaux, la poudre de lait écrémée desséchée, elle a augmenté de 400 € sur un mois. Et on baisse le lait aux producteurs de lait de 80 € la tonne. Alors quand même, il y a des choses qui sont incompréhensibles dans notre pays, incompréhensibles. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on achète aujourd'hui, bien sûr, il y a le GNR, tout est à la hausse. Et nous, par contre, aujourd'hui, soyons francs, on ne peut plus augmenter le produit. Parce que si on augmente le produit à la vente, plus personne ne va pouvoir en acheter. Alors à ce moment-là, on est quand même un peu coincé. On est obligé de subir.
Et déjà que l'état de santé agricole, financière, est au plus bas, voire zéro. Donc, je vois pas comment on va se sortir de ce problématique. Et là où j'ai peur, pour finir, on est en train de vouloir faire de la viande, du Mercosur, de partout. Vous savez pourquoi on est en train de faire ça? Pour faire baisser le prix du marché français. Parce que le prix du marché français a augmenté de 30 à 40% de la viande à l'élevage. Et aujourd'hui, les industriels, que je ne veux pas les nommer, que ce soit dans le produit laitier ou dans la viande, achètent en France trop cher, donc ils veulent du prix. Et aujourd'hui, au défiant du monde agricole français, aujourd'hui, on va avoir des agriculteurs qui vont disparaître parce que, bien évidemment, si la viande vient de partout, le prix il va baisser. Si le prix baisse, c'est la mort de notre agriculture française et la mort de notre souveraineté alimentaire. Et il faut rappeler que, en cas de conflit dans le monde, le grenier alimentaire de l'Union européenne est de moins de 15 jours. Moins de 15 jours, on n'a plus rien dans les grandes surfaces. Oui, ça, alors, c'est important à dire. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Non, mais je pense que vous avez bien résumé, alors, avec votre vision, mais quand même les choses, hein, Philippe, à Casillac. D'ailleurs, tiens, je vous offre, pour que vous gardiez le moral aussi, un ballotin Jeff de Bruges, hein, pour Pâques. On va vous envoyer ça de 500 grammes, hein, évidemment. À chaque auditeur, on offre ça. Franck de Dieu. Ce que dit Philippe, c'est un bon résumé de la situation. Tout à fait. Alors, c'est plutôt sombre, mais... C'est sombre et il pose cette question qui est assez triste, mais très réaliste, c'est comment s'en sortir. Parce qu'en fait, l'État est écartelé entre deux notions, deux exigences. La première, c'est une exigence financière. 70 millions d'euros, disons-le franchement, c'est quand même des miettes, pour reprendre l'expression de Philippe, c'est rien du tout. Sachez que en 2022, quand l'État a décidé d'aider les automobilistes et les gros rouleurs, c'était 7 milliards, c'était 100 fois plus. C'était 100 fois plus, Patrick. Donc effectivement, vous avez un État qui ne peut pas, aussi qui a un problème aussi financier et fiscal. Il y a plus de pognon. Ouais. Sachez, juste un dernier chiffre avant de passer la parole à Eric, c'est que les taxes sur le pétrole, ça rapporte 42 milliards à l'État. 42 milliards, c'est le budget de la justice plus le budget de la police. Donc vous voyez que avec un tel déficit et une telle dette, l'État ne peut pas faire grand-chose. Et franchement, donner 70 millions, c'est vraiment rien du tout. Ouais. L'expression de miettes de Philippe est tout à fait légitime. Oui, la seule chose que l'on peut espérer, pour les agriculteurs aussi, Eric Revel, c'est comme vous l'avez évoqué ce matin, comme Trump dit, bon, la guerre c'est fini dans 2-3 semaines, il faudrait espérer ça, parce que sinon, je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire, non ? Oui, alors je me méfie quand même des déclarations de Donald Trump, parce que vous avez rappelé qu'il faisait une conférence de presse ce soir. J'ai dit avec humour, mais pas tant que ça, comme tous les jours. Il fait quasiment une déclaration tous les jours. D'ailleurs, parmi ces déclarations, dès qu'il se lève le matin, il nous parle d'un match de baseball. En même temps, il nous parle du stylo qu'il a sur son bureau, et puis il termine par l'extension de la salle de bal à la Maison Blanche. Bon, alors, si vous voulez, 70 millions pour le mois d'avril, c'est pas grand-chose. Oui, mais si vous voulez, on a cramé la caisse, il faut le dire. Enfin, quand j'entends le gouverneur de la Banque de France, moi je le cite parce que dans ma longue carrière de journaliste économique, c'est la première fois que j'entendais un gouverneur de la Banque de France dire la chose qu'a dit François Villeroy de Galhaume. Il a dit il n'y a plus d'argent. Mais attendez, vous imaginez, dans la tête des gens, le gouverneur, c'est la Banque de France. Bon, même si la Banque de France a un rôle, je veux dire, c'est une parole qui compte. Bon, donc on n'a plus d'argent. Bon, alors après, j'entends ceux qui me disent, mais si on baisse les taxes, bon, l'État se gavera moins, ça permettra de donner du pouvoir d'achat, donc le pouvoir d'achat c'est de la consommation, et de la consommation c'est de la TVA, donc de la rentrée de recettes fiscales pour l'État. Et on m'expliquerait qu'en fait, ce qu'on donnerait d'un côté, l'État le récupérerait de l'autre, via la consommation. Sauf que les Français sont tellement inquiets aujourd'hui, à cause du contexte intérieur, du contexte extérieur, qu'en réalité on a le taux d'épargne le plus élevé pour ceux qui peuvent épargner, Patrick. C'est vrai. Donc redonner du pouvoir d'achat, bien sûr, mais si c'est pour épargner, c'est un vrai sujet. Si ou vous alors l'orienter vers, par exemple, on le disait hier, l'industrie, par exemple. Tiens, ça me fait une transition avec. Alors vous avez vu que le livret A, il va être fléché en direction du secteur nucléaire. Oui, mais enfin le livret A, il servait normalement à financer le logement social. On en manque. Il y a 2,5 millions de ménages
ménages qui attendent du logement social dans ce pays. C'est lié, le nucléaire, et le logement social, non. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est la solution. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, le problème du gouvernement, c'est qu'il faut qu'il résolve un problème de court terme. Ouais. À long terme, vous avez l'électrification des usages, y compris dans l'agriculture, y compris dans l'industrie. On voit la France se mobilise là-dessus. À moyen ou long terme, si nous avons une électrification des usages, y compris dans l'industrie, vous avez vous gagnez en souveraineté. Allez, absolument. Perico Légas l'abordera. Il sera au salon Global Industrie à la mi-journée de midi à 14h. Vous pourrez dialoguer. Il y aura beaucoup de solutions. Allez, hashtag, on en parle comme chaque matin. On termine avec vous, Benjamin Glès, parce que vous repérez énormément de choses sur les réseaux sociaux, notamment. Alors hier, devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, ça va faire réagir. Patrick Sébastien, notamment, qui était auditionné. Oui, il y avait notamment Michel Drucker, Patrick Sébastien, Jacques Cardot. Arlette Chabot aussi, bien évidemment. Et donc, Patrick Sébastien qui avait demandé à être entendu par cette commission. Finalement, il a été entendu hier et durant son audition, l'ancien animateur n'a clairement pas mâché ses mots contre Delphine Ernotte. Il affirme que la patronne de France Télé est au service d'une idéologie. Il lui en veut toujours pour son licenciement. Moi, je ne savais pas qu'un jour on allait me reprocher d'être un homme, d'être blanc et d'avoir plus de 50 ans. Mais allons-y. Je crois que Madame Ernotte a des goûts. Elle a le droit d'avoir ses goûts, elle a le droit d'avoir ses valeurs. Mais pour moi, une patronne de service public doit représenter tout le public et pas seulement ceux qui sont d'accord avec son idéologie. Et alors, Patrick Sébastien va plus loin. Selon lui, la patronne de France Télé est devenue aujourd'hui complètement intouchable. De mon point de vue à moi, des gens comme Madame Ernotte et ceux qui sont autour sont intouchables. Et je pense que la politique a à voir là-dedans, en tout cas jusqu'aux prochaines élections, on a besoin d'elle. Alors, je m'excuse de mettre le côté politique là-dedans, mais vous aurez Patrick de Carolis dans quelques jours. Il vous confirmera que à son époque, Sarkozy avait demandé ma tête et qu'il la lui a pas donnée. Là, ils l'ont eu. Delphine Ernotte qui sera bientôt réentendue par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Elle l'avait déjà été en février dernier. Puis, tenez-vous bien, Patrick Sébastien va continuer son combat contre la patronne de France Télé, Delphine Ernotte. Hier, il annonçait qu'il allait composer une chanson pour elle, ou plutôt contre elle. Une chanson, je le cite, vulgaire et grossière. On peut compter sur lui. On imagine. Non, mais il y a eu beaucoup de choses de dites hier. On y reviendra peut-être avec tout à l'heure Maxime Liédo entre 10h et midi, notamment aussi Jacques Cardoz, l'ancien présentateur de l'émission Complément d'enquête, qui a dit que il y avait des gens de LFI qui disaient il faut pas qu'on s'attaque à Jean-Luc Mélenchon quand il était à Complément d'enquête parce qu'ils nous fournissent des infos. Et puis d'autre part, il a dit que il y avait eu des consignes de données par la direction, je sais pas jusqu'où, quel niveau, pour faire une enquête à charge contre Bardella. Voilà, ça en dit long tout de même. Je sais pas vrai ou faux, mais en tout cas ça vaut le coup et on en reparlera. Et dans un instant, allez, le flash, la vérité en face.